Alors, bonjour à toutes et à tous. On est réunis aujourd'hui pour la table ronde du mois d'octobre avec donc deux de nos participantes au programme de rôle modèle, donc Sarah Diakité-Kaba et Sylvie Domal, qui vont se présenter avant qu'on commence notre échange. Merci du coup de votre présence. Et par exemple, Sarah, est-ce que tu veux commencer par nous dire un petit peu qui tu es? Écoute, oui, Saran, 45 ans, maman de 2 enfants, en couple avec l'extraordinaire David Juillard, et designer industriel de formation, mais plus comment dire, en tout cas plus très influente dans le monde du design industriel, puisque j'ai fait une bascule dans ma carrière vers la R&D. Et donc j'interviens beaucoup sur les enjeux de R&D dans les entreprises, plutôt les grands groupes, sur des aspects produits ou organisationnels. J'ai eu l'occasion de le faire dans de nombreux champs d'application, que ce soit en freelance, en agence ou dans des grands groupes. Et aujourd'hui, je le fais plutôt à mon compte. Voilà pour ma part. Super, merci beaucoup. Et toi, Sylvie, alors est-ce que tu peux nous raconter qui tu es et ce que tu fais? Alors oui, très rapidement. Moi, je viens plutôt du design d'expérience utilisateur. J'ai commencé à travailler sur la conception de dispositifs numériques il y a assez longtemps et sur des sites web à partir de 2000, dans une approche centrée sur l'utilisateur, on va dire à partir de 2004-2005. Et puis, j'ai beaucoup encadré d'équipes de designers d'expérience. Et depuis 2020, j'ai un peu infléchi ma pratique pour puiser dans l'arsenal des outils du design systémique pour traiter des projets un petit peu différents, qui sont des projets qui sont destinés à décarboner l'économie, donc des projets bas carbone autour de la sobriété énergétique, du numérique responsable, de la gestion des déchets. Enfin, ça peut être plein de thèmes différents, mais qui sont toujours orientés autour de cette idée de faire une transition dans les entreprises et les établissements. Merci beaucoup. Et c'est vrai que quand on a préparé, bon, peut-être on peut se présenter nous rapidement avec Luz. Luz, je te laisse te présenter qui tu es. Et on va être deux co-animatrices aujourd'hui. Et vu qu'on est très bavardes, on risque de participer aussi à la discussion parce qu'en plus, c'est super intéressant. Mais on va évidemment laisser le plus de place, Sarah la Nessel. majorité de la place à Sylvie et Sarah. Luz, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Du coup, moi, c'est Luz Delgado et je viens aussi du monde des Sylvie, de l'expérience utilisateur. Je travaille sur les designs stratégiques et voilà, je suis consultant, je suis dans la formation et je m'intéresse beaucoup au sujet des inclusions et des femmes. Donc, c'est pour ça que de temps en temps, je suis bénévole chez Women in Design. Et merci pour ça, Luz. Et donc, moi, c'est Johanna Rofcalvi, je suis la fondatrice de l'association Women in Design. Et mon autre casquette, c'est que je suis en train de développer un projet sur le territoire grenoblois, donc à côté de Grenoble, donc un tiers-lieu de production, entre autres. En tout cas, on travaille sur les notions de lien et d'écosystème pour pour un monde plus durable. Voilà. Ou plus désirable, je ne sais plus ce qu'il faut dire. En tout cas, on parle de tous ces sujets-là, dont on va parler aujourd'hui finalement, parce que quand je regardais les mots-clés qu'on avait utilisés pendant la préparation, je disais systémie, sobriété, transformation, voilà, comment on embrasse tous les sujets de stratégie liés à ces transformations ou transitions. Donc j'aimerais vous entendre un petit peu toutes les deux, l'une après l'autre, sur déjà, qu'est-ce que ça vous évoque si je vous redonne les mots-clés, hein, ces quelques mots-clés là qui ont émergé pendant la préparation? Je ne sais pas, Sarah, tu veux dégainer? Non? Vas-y Sylvie, je crois que Alors, c'est je pour toi. dégaine. Alors, en fait, moi, ce que ça m'évoque, c'est le fait que, entre guillemets, on n'a pas le choix parce qu'on est dans un monde où on connaît de plus en plus de pénuries et je pense que ça va aller crescendo. Donc, c'est vrai pour l'énergie, c'est très sensible et les gens ont senti, on va dire même individuellement, le fait que l'énergie est de plus en plus chère. Mais c'est vrai aussi pour l'eau, c'est vrai aussi pour tout un tas de choses. On était habitué à avoir tout ce qu'on voulait à tout moment et on arrive dans un monde où c'est plus vrai.
Donc, pour moi, en fait, je dirais que c'est surtout pas une option. Et c'est d'autant moins une option qu'on est aussi face à des conséquences du dérèglement climatique, de l'effondrement de la biodiversité. Et ça, c'est aussi des conséquences qu'on touche tous les jours, même dans notre vie quotidienne. Et évidemment, les entreprises, les collectivités territoriales, elles sont confrontées à ces sujets-là qui sont aujourd'hui brûlants. Donc pour moi, en fait, c'est plutôt un contexte de travail que d'être obligé de se poser cette question. Et toi, Sarah, alors, qu'en penses-tu de ces mots-clés? Écoute, je ne vais pas paraphraser les excellents rapports de nos amis scientifiques du GIEC ou réexpliquer en quoi les différentes limites planétaires ont été déjà dépassées largement. Donc, j'ai l'impression que l'enjeu principal pour des acteurs du monde de la conception, de la création, et plus largement, on va dire, du monde post-industriel ou néo-industriel, l'enjeu, c'est d'arriver à s'engager, à agir. Et ce que j'observe, ce que je constate, c'est que à titre individuel, on a tous très envie de changer les choses, mais au titre un peu plus collectif des entreprises, au sens noble du terme, hein, des personnes qui partagent un destin professionnel en commun, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué et donc trouver une manière de s'inscrire de manière impactante et durable dans une stratégie RSE quand on est designer dans un studio de design dans une entreprise, bah, c'est pas évident de savoir par où commencer, comment agir pour pouvoir contribuer, on va dire, à une politique de responsabilité du secteur dans lequel on travaille tous les jours. Et ce serait complètement, je pense, hypocrite de notre part de laisser croire qu'on y arrive, alors qu'on est juste en train de découvrir qu'on doit jouer un rôle dans une grosse machine dont on ne sait pas très bien comment elle fonctionne en réalité. Et du coup, comment est-ce que le design peut aider de votre point de vue par rapport à ça? Comment le design peut aider? Comment on s'outille les designers pour accompagner ça? Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire ces questions? Bon, bah, je vais démarrer comme ça. Chacun son tour. Moi, j'ai une tendance assez naïve qui consiste à dire quand je ne sais pas, il faut que je me forme, il faut que j'apprenne. Et je pense qu'il faut être humble face à la complexité des défis qu'on doit relever dans ce siècle et retourner à l'école. Retourner à l'école parce que ça, on ne l'a pas appris à l'école. Quand on est sorti, au pire, on était formé à l'esthétique industrielle, au mieux à la création industrielle, mais dans tous les cas, pas avec cette capacité d'analyse d'impact qui aujourd'hui est nécessaire quand on se pose la question de ce qu'on fait et de ce qu'il y a derrière ce qu'on fait, c'est-à-dire l'artificialisation des sols, l'impact carbone, l'impact CO2, enfin voilà. On a quand même été bercé et nourri avec un biberon rempli soit d'électricité, soit de pétrole, quoi. Donc, si on veut arriver à faire de plus en plus abstraction de ces externalités qui nous permettent d'être et de pratiquer ce qu'on pratique, il va falloir retourner à l'école parce que je pense qu'on n'a pas été éduqué pour ça. Et l'éducation au sens noble du terme, c'est pour moi le fait d'être préparé à des situations de vie. On n'a pas été préparé à cette situation de vie-là. Donc il faut acquérir non seulement des connaissances, mais des expériences. Et pour ça, il faut s'entourer des meilleurs. Moi, quand juste avant de quitter Strat, une des choses que j'ai faites dont je suis plus fière, c'est d'avoir réussi à créer un rapprochement sous la forme d'un partenariat et d'un laboratoire de recherche entre Strat et Carbone 4 pour que les étudiants soient accompagnés à être un peu plus cohérents dans leur envie de faire du design responsable et aussi de mettre en scène des expériences un peu plus immersives de cette responsabilité en scénarisant des modèles à plus 2, plus 3, plus 4 degrés. Enfin voilà, concrètement, c'est de ça dont il s'agit. Et ça, je pense qu'on ne peut pas l'improviser ou alors on va agir à un niveau qui a juste aucun impact, quoi. Juste, ça me fait penser à un truc, quand tu disais qu'on n'avait pas été tous selon la date à laquelle on est sorti de l'école, on a été formés, on a eu des petits bouts. Moi, j'avais eu ce petit bout des écomatériaux, tu vois? Juste dans la Ouais, moi, j'avais un formation. peu d'éco-conception aussi, mais Ouais, éco-conception, je serais même pas allée jusque-là, tu vois? Dans ce que je me souviens, en tout cas, de ce qui m'est resté, parce que peut-être que j'ai appris d'autres choses et qui nous est pas resté.
comme tu le disais, parce que le contexte était différent, donc on absorbait aussi les informations qui nous paraissaient les plus indispensables. Sylvie, qu'est-ce que tu penses de ça? Comment le design il peut aider et comment on s'outille par rapport à tout ça? Bon, alors déjà, je trouve que tout ce qu'a dit Sarah est très juste. On est obligé de retourner à l'école parce que comprendre tous ces sujets-là, c'est très complexe. Donc, ça demande beaucoup de temps. Un point qui, pour moi, est très important, c'est de vraiment comprendre les ordres de grandeur. Parce que la plupart du temps, en fait, on peut se tromper. Et si on n'a pas des analyses de cycle de vie, si on n'a pas des bilans carbone, si on ne sait pas exactement, en fait, où sont les endroits qui sont très consommateurs en plein de choses, on peut complètement se tromper de cible. En fait, je vais vous donner des exemples parce que c'est souvent assez parlant. Si on regarde uniquement en termes d'émissions de gaz à effet de serre, si vous comparez une bouteille de verre et une bouteille de plastique, c'est la bouteille de plastique qui gagne. Si vous ne regardez que les émissions de gaz à effet de serre. Si vous regardez l'ensemble de l'impact, c'est-à-dire l'ensemble de l'analyse du cycle de vie, si vous regardez ce que ça va demander, tout le recyclage, etc., là, si vous regardez aussi la biodiversité, là, c'est la bouteille en verre qui gagne. Donc, c'est souvent, effectivement, très complexe parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de critères à prendre en compte et il y a beaucoup d'ordres de grandeur et très souvent, c'est très contre-intuitif. Donc, je suis tout à fait d'accord. Il faut passer son temps à aller chercher des chiffres. Les chiffres changent énormément, les données changent énormément. Donc, c'est vrai que on était déjà dans une position assez humble, mais là, je pense c'est encore plus nécessaire. Moi, ce que je trouve intéressant dans l'approche du design, c'est le fait qu'on a toujours été plus ou moins sous une forme ou une autre en co-conception, en co-construction, et qu'on a réussi dans plein de cas de figure à faire travailler ensemble des disciplines qui sont éloignées. Et je pense que les problèmes auxquels nous sommes confrontés vont demander ça, en fait, qu'on soit tous alignés pour aller vers quelque chose et qu'on ne soit pas dans des querelles internes, et qu'on a, tu vois, des petites guerres intestines, et qu'on arrive à lier. Ça, je trouve que c'est quelque chose que les designers ont l'habitude de faire depuis longtemps. Et je pense que ça, c'est un des savoirs. Et puis aussi, la façon dont le design travaille et, pour ma part, en tout cas, les outils systémiques qui nous aident à embrasser la complexité sans la réduire, ça aussi, c'est, on va dire, un cadre qui nous permet d'avancer. Mais l'essentiel, c'est vraiment d'avancer avec les gens qui vont faire, en fait. Et là-dessus, je pense que c'est les designers qui ont plus l'habitude de faire ça. Et justement, ça me fait penser, vos deux interventions me fait penser à une nouvelle question. Est-ce que c'est nouveau, cette importance des chiffres, des données, à ce niveau-là, d'importance, on va dire, pour le designer? Justement, de s'appuyer sur ces chiffres, d'avoir, cette vision vraiment très complète parce que sinon, finalement, la réponse est biaisée, comme tu le disais avec l'exemple de la bouteille de plastique versus la bouteille d'eau. Mais aussi dans les organisations, Sarah, tu en avais parlé de cette importance de maîtriser aussi les chiffres d'un autre point de vue qui est un point de vue, financier quand on a discuté ensemble. Du coup, je voudrais savoir si pour vous, c'est l'importance des chiffres, des données, voilà, c'est accru avec le temps et avec la complexité et les problématiques qu'on a à résoudre aujourd'hui. Alors, si tu me permets, Sylvie. Oui. Alors, c'est une perception qui est personnelle, hein, d'accord, hein, je ne dis pas que j'ai raison, je vous partage juste la manière dont je le ressens. Je pense que les chiffres, on les a depuis très longtemps. Ils sont manipulés par des gens qui sont en capacité justement de créer ces modèles complexes, car mathématiques et statistiques, et puis projectifs, de ce à quoi pourrait ressembler le monde demain si on continue comme ça. Et pourtant, on ne change rien ou on ne change pas à la bonne vitesse. Donc je pense que les chiffres, dans ce cas-là, ça sert à rien, au sens où ça ne répond à aucun besoin motivationnel, quoi. Peut-être que ça fait tellement peur que ça paralyse, peut-être que c'est tellement complexe que ça devient incompréhensible,
Mais dans tous les cas, force est de constater qu'on les a depuis longtemps, ces chiffres, et on ne change pas. Donc moi, j'ai plutôt tendance à favoriser une approche immersive, performative, un petit peu ce qu'on a vécu l'été de 2022, là, avec des feux à des endroits improbables en France, qui permet de ressentir ou d'incorporer ces chiffres d'une manière un peu plus charnelle, parce que on ressent la chaleur du feu du bois d'à côté, quoi. Et je pense que le rôle du designer, en tout cas un des rôles du designer par rapport à tous ces modèles, c'est de transformer les modèles en scénarios immersifs, performatifs, pour faire vivre aux gens ce qu'ils n'ont pas envie de voir, parce que c'est tellement plus simple de se cacher les yeux et de continuer à faire comme si de rien n'était. Et cette approche plus expérientielle des choses, pas au sens interface web, hein, mais au sens vraiment expérientiel, c'est-à-dire je vais ressentir, je vais vivre une expérience qui va être faite d'un certain nombre de variables et qui va caractériser le fait que j'ai envie d'agir ou positivement ou négativement. Ça peut changer, les comportements. Et je pense que voilà, un de nos rôles, c'est peut-être en tant que designer d'essayer d'influencer les comportements pour aller ailleurs que vers le mur, parce que là, on y va. Et donc de prendre en main ces chiffres-là, quoi, finalement. De les traduire dans des formats plus opérationnels pour donner aux gens, opérationnels et motivationnels pour donner aux gens l'envie de se mettre en action. Ok. Ouais, alors moi c'est vrai que quand je parlais des ordres de grandeur, je parlais pas des ordres de grandeur à communiquer pour changer des comportements. Je te rejoins complètement. C'est pas, enfin, toutes les informations qui ont pu être diffusées aujourd'hui n'ont pas du tout permis aux gens de changer la façon dont ils vivent et dans la façon dont ils émettent. Enfin, on est absolument d'accord. Non, je parlais de ça plus pour en fait intervenir là où on sait qu'on va avoir le plus d'impact. Je vais te donner des exemples. Tu vois, sur un travail que j'ai pu mener sur la sobriété énergétique. C'est la sobriété à tous les sens du terme. Enfin, c'était aussi bien l'air, l'eau, la terre. Beaucoup de gens se sont posé plein de questions sur comment favoriser le covoiturage dans l'entreprise. Et donc, ça a émis énormément, ça a été un sujet qui a donné lieu à beaucoup, beaucoup de discussions dans des ateliers. Mais il se trouve que le covoiturage, en l'occurrence pour cette entreprise-là, ça représentait 0,048% du bilan carbone. Et ça, à comparer avec, par exemple, 70% des émissions de gaz à effet de serre qui viennent des achats. Donc, c'est vrai que quand tu te poses la question comment tu essaies d'agir, passer beaucoup de temps sur quelque chose, si tu veux, tout est intéressant et c'est bien partout d'améliorer, mais souvent, je trouve qu'il n'y a pas une connaissance dans les entreprises des ordres de grandeur. Et tu vois, quand tu parlais de carbone 4, c'est vrai que depuis que les entreprises ont le scope 1, 2 et même 3 dans les entreprises, maintenant, elles savent, en fait, quels sont les postes qui sont vraiment les plus émetteurs. Là, je parle juste des émissions de gaz à effet de serre. On pourrait parler, tu vois, d'autres types de pollution, mais là, je parle juste de ça. Et donc, c'est pour ça que c'est, entre guillemets, intéressant, même si parfois, ça t'oblige à plonger dans la physique, la chimie, et tu vois, des choses comme ça qu'on n'a pas connues, tu vois, de dépasser un peu notre truc pour aller vers là et savoir vraiment où, finalement, on va faire la différence. Mais je t'accorde avec toi, pour changer les comportements, toutes ces données-là, évidemment, sont pas du tout intéressantes en soi, parce qu'on sait que c'est pas parce qu'on dit aux gens que fumer c'est mal que les gens ont arrêté de fumer, en fait. C'est plein d'autres choses qui ont fait que les gens ont arrêté de fumer. Donc je suis absolument d'accord avec toi, le travail pour l'accompagnement au changement, c'est largement au-delà de cette question de data, quoi. C'est vrai. Est-ce que tu voulais intervenir par rapport à ce qu'on s'est déjà dit là? Est-ce qu'il y avait des trucs qui t'ont émergé de ton côté? J'en profite, hein, vu que tu es là. Ouais, bah justement, ça me fait rebondir sur ce que vous venez de dire sur les datas et tout ça, parce que j'ai pas mal participé à toutes ces actions aujourd'hui qui sont dans la sensibilisation, les fresques de climat. Il y a clairement plein d'actions. Justement, aujourd'hui, là, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Tout savoir sur les climats. Et du coup, ça donne beaucoup d'informations. Mais à chaque fois, je peux avoir la frustration dans ce genre de démarches. C'est OK, et on fait quoi?
c'est quoi mon levier d'action, qu'est-ce que je peux faire et comment est-ce que je peux faire des petits pas. Et surtout, bah, on est une personne toute seule, on ne pourra pas tout changer. Et des fois, c'est une utopie de dire, bah, nous, en tant que designer, on va changer les mondes. On a une partie à faire, mais on ne pourra pas tout faire. C'est vraiment quelque chose de plus grand que nous. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que nous, on peut avoir cette partie justement d'aider au changement, aider les gens aussi à imaginer des choses pour travailler ensemble et trouver des endroits où on peut contribuer. Donc voilà, c'était juste pour que je trouve ça hyper intéressant, ce côté, il faut passer à l'action pour que ça soit que ça marche, quoi. Ouais. Je m'étais noté cette phrase. Vas-y Sylvie, je t'en prie. Non, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais. C'est vraiment une pensée, c'est une conviction des penseurs systémiques qui disent il ne faut jamais sous-estimer le poids et l'importance d'un tout petit groupe de personnes absolument convaincues de quelque chose, parce que c'est comme ça que les choses bougent. C'est-à-dire qu'en réalité, si tu regardes, les suffragettes, elles se sont battues et puis ça a mis du temps, mais les femmes ont obtenu le droit de vote. Tous les gens qui ont travaillé sur le bien-être animal, c'est des gens qui étaient très peu nombreux. Et ils ont obtenu beaucoup de réglementations au niveau de l'Union européenne. Si tu regardes même le début on va dire des grands mouvements MeToo, c'est aussi un tout petit groupe de gens. Donc, en réalité, ce qui se passe, c'est que c'est un petit groupe de gens qui font rayonner les choses, qui font, on va dire, qui forcent l'adhésion d'un nombre plus large, et ensuite, les lois viennent pour entériner des changements qui sont des changements dans la société. Donc une Greta Thunberg, par exemple, finalement, elle a beaucoup fait évoluer les mentalités. Donc c'est vrai que individuellement, tu peux pas forcément tout changer, mais c'est pas parce que tu veux pas tout changer individuellement que, tu n'as pas une responsabilité en tant que designer, et deux, qu'il n'y a pas une possibilité pour faire changer les mentalités. Et si tu fais changer la culture, l'état d'esprit, ce que dit Saron sur faire comprendre des expériences, etc., tu parviens à un point de bascule où après les gens ne font plus les mêmes choses, en fait. J'avais envie de vous demander par rapport à tout ça, il y a d'autres mots-clés que j'avais notés la dernière fois. Il y avait la notion de renoncement, la notion de défaire et de démanteler. On a de plus en plus, on a entendu la dernière fois lors du dernier sommet de Interaction Design qui s'est passé en Suisse, je crois. Il y avait beaucoup d'intervenants qui venaient parler en gros, on a fini, je me rappelle d'un qui disait, on sort de cette ère de l'ajout et maintenant il faut savoir ce qu'on va changer dans l'écosystème et pas ce qu'on va ajouter à l'écosystème. Ça, c'était Sertan, alors j'arrive même plus à prononcer son nom, un nom hyper compliqué, mais je pourrais partager le nom. Et puis, tous les sujets autour du Do No Harm Design, donc comment on fait pour créer des designs qui ne font pas mal à la planète ou aux vivants. Et la dernière fois, on avait parlé ensemble alors pas de renoncement, mais les deux mots que j'avais notés, c'était défaire, démanteler. Donc je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez de ces sujets? Est-ce que ça vous parle aujourd'hui dans votre approche, votre façon d'accompagner vos clients, vos collègues, voilà, les personnes avec qui vous travaillez au quotidien? Je pense que ça venait d'un échange que j'ai eu avec une étudiante, Raphaël, qui se reconnaîtra si elle regarde cette table ronde en visio, en replay, qui, lors d'une rencontre chez InProcess, pour les 20 ans d'InProcess, avait pris la parole et avait dit que dans les écoles, puisque je dirigeais l'école Strat à cette époque, que dans les écoles de design, on nous apprend à faire les projets et pas à défaire les projets. Or, il est grand temps d'apprendre à défaire ce qui se fait dans les entreprises et qui n'ont pas de sens par rapport au challenge qu'on doit relever. Et en fait, ils sont assez nombreux dans les entreprises à être payés à faire des projets qui ne sortiront peut-être jamais ou qui sortiront mais qui feront plus de mal que de bien, puisque les analyses d'impact et les analyses de risque n'auront pas été faites à leur juste valeur. Et donc, c'est une remarque qui, moi, m'a vraiment fait bouger de manière assez intime,
cette remarque d'une jeune femme qui s'apprête à faire un métier que je pratique et qui le regarde avec un regard tout à fait pertinent pour son époque et irrévérencieux pour la mienne. Et elle a raison. Et elle a tellement raison. Donc, se poser la question de, peut-être encore plus qu'auparavant, de est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas sur ce projet? Est-ce que réellement la vision idéaliste que j'ai de ce projet n'est pas juste une belle histoire que je me raconte pour arriver à bien dormir cette nuit? Ou est-ce que je vais tenter éventuellement de m'immiscer dans le projet pour le réorienter vers un impact qui soit plus favorable que ce qu'il est parti pour faire? Enfin, ça pose quand même beaucoup de questions de positionnement, d'alignement avec ses valeurs, et puis aussi d'engagement, quoi. C'est-à-dire que si on veut vraiment changer les choses, à un moment donné, il faut s'engager en mouillant la chemise, en allant sur le terrain, à arrêter des projets qui vont dans le mur ou qui vont faire aller plus vite aller dans le mur, ou voire même tenter de les réorienter avec tout ce que ça peut signifier dans les grosses entreprises, de faire réorienter un énorme paquebot, quoi. Donc, c'est une histoire de courage pour moi. C'est-à-dire que c'est là où se situe l'engagement, dans le courage de faire des choses qui vont pas forcément de soi et où ils sont plus nombreux à avoir tort qu'à avoir raison, quoi, autour de soi. J'ai discuté avec une designer dont je tairai le nom, qui me disait qu'elle avait, depuis de nombreuses années, elle travaillait dans un grand groupe qui avait décidé là récemment enfin voilà, qui a fusionné, d'accord, avec un autre groupe. Et ça faisait, je sais pas, 5 ou 10 ans qu'elle avait développé des outils qui étaient devenus les outils en lien avec, pour amener une certaine efficacité à l'entreprise, un certain fonctionnement. Et qu'on lui a dit, en fait, tu comprends, il y a un nouveau partenariat parce qu'il y a telle entreprise qui est rentrée. Donc, on supprime tout et on recommence, quoi. On va créer des nouveaux outils, on va utiliser les outils de telle autre entreprise, plutôt que d'utiliser en fait ce qui a été conçu handmade pour l'entreprise, etc. Et je trouve qu'aussi il y a ce genre d'enjeu dont on parle aussi rarement, c'est enfin, ce qu'on jette à la poubelle pour recommencer, pour des raisons qui ne sont pas des raisons ni d'efficacité ni de performance. Enfin, il n'y a pas d'utilité, sauf d'être dans des sujets qui sont difficilement compréhensibles par les designers, parce on parle de stratégie de partenariat qui signifie qu'on retourne en arrière, quoi. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ou observé ce genre de situation, mais pour moi, c'est aussi du déchet concret pour des enjeux qui sont pas courants, quoi, qui sont difficilement compréhensibles aujourd'hui. Et ça arrive à une fréquence, et dans certaines entreprises, j'ai envie de dire, c'est le normal business, hein. Donc, c'est étourdissant hein, de voir effectivement tout la non-valeur ajoutée qui peut exister dans les entreprises où on ne sait pas défaire les projets et on ne sait pas non plus capitaliser sur tout ce qui a été, on va dire, amélioré avec le temps. Moi, ça résonne beaucoup. Ça résonne beaucoup sur les mondes de la tech. On est tout le temps en train de vouloir rajouter des fonctionnalités, rajouter des choses, faire une application pour tout. Et en fait, ça me fait beaucoup penser à la sobriété et justement ces tendances aujourd'hui qui commencent et qui est de plus en plus répandue de se dire, en fait, est-ce qu'on a besoin de toutes ces fonctionnalités et c'est quoi en quoi les numériques peuvent vraiment nous aider et en quoi on peut faire autrement pour pas surcharger justement les gens des produits et tout ça. Donc moi, ça me parle beaucoup parce que c'est une question que je me pose toujours en travaillant dans ces milieux-là, de me dire, en fait, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Ou est-ce qu'on peut faire autrement? Et c'est quoi l'impact de produire ça? Il y a une personne, avant que je donne la parole à Sylvie, il y a une personne qui me disait, après avoir fait la fresque du numérique, une designer qui m'a dit: «Ça me fait mal de parler de ce sujet». Et je trouvais que c'était intéressant parce qu'on en a parlé tout à l'heure, il y a un truc de difficulté d'accepter et de prendre vraiment cette réalité en compte, dans ce que ça signifie de ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on devrait changer, quel est mon rôle, comment je dois me positionner.
etc. Et Sylvie, qu'est-ce que tu penses de cette notion de finalement de défaire, de démanteler, de modifier plutôt que de concevoir? En fait, je suis absolument d'accord avec tout ce qui a été dit. Enfin, je ne rajouterai rien. Tout a été dit avec beaucoup d'intelligence. Je suis absolument d'accord avec ça. Après, moi, j'ai comment dire, j'ai une approche un peu radicale et un peu simpliste qui est la France a signé à la COP 21 un accord en 2015 qui s'appelle l'accord de Paris. Il l'a signé avec 195 autres pays. Et en fait, on s'est mis d'accord sur le fait qu'il fallait qu'au niveau planétaire, on arrive à la neutralité carbone. Et dans cet accord, on a des jalons. On a des jalons en 2050, puis on en a aussi en 2040, puis on en a aussi surtout un en 2030. Et aujourd'hui, l'Europe a décidé, et donc la France aussi a décidé, et Macron l'a annoncé récemment, qu'on devait qu'on devait baisser de 55% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Donc 2030, je vais être gentille, je vais dire qu'on a 7 ans, mais en réalité, je pense qu'on en a plutôt 6. Voilà. En 6 ans, faire cet effort, ce sera colossal. Et évidemment, ça va se traduire par des réglementations de plus en plus contraignantes pour les entreprises. C'est-à-dire que ce qu'on n'arrive pas à obtenir avec du raisonnement, du bon sens, même un souci de l'économie, un souci même financier légitime, et ben en fait, on va l'avoir parce que de toute façon, c'est comme ça que ça va se passer. De la même façon que la loi sur les déchets est passée en janvier 2022 et que ça a été branle-bas de combat dans les entreprises. Il y a eu la loi climat et résilience. Il y a plein de réglementations qui arrivent les unes après les autres. La loi sur le gaspillage. Et je pense que là, on va avoir toute une série de lois qui vont arriver. Donc tous les comportements dont vous parlez, effectivement, qui sont injustifiables, donc quelle que soit la dimension sur laquelle on se place, de toute façon, ils vont devoir changer parce qu'on n'aura vraiment pas le choix, quoi. Donc, moi, c'est plutôt comme ça que je le vois. Et effectivement, on va tailler sur le gabegie, sur les choses tout à fait inutiles. On va forcément se recentrer parce que diviser par deux, c'est énorme, hein. C'est vraiment énorme, hein. C'est colossal, quoi. Enfin, si vous êtes un peu intéressé au sujet, vous allez essayer de regarder votre empreinte carbone et puis vous dire, allez, est-ce que je gratte une tonne? Une tonne, vous êtes un saint, quoi. Enfin, vraiment, vous êtes voilà, un héros, quoi. Donc ça, de toute façon, je pense que ça va arriver, en fait. Mais c'est vrai que ça pose la question très juste de Saran, qui est comment on s'équipe pour démanteler, pour identifier tous ces endroits inutiles, quels outils on met en place, qu'est-ce que ça veut dire enlever des outils, enlever du code, voilà, enlever de la dette technique, tout ça c'est des choses qui sont des choses sur lesquelles personne jusqu'à présent n'a vraiment eu à plancher dans les entreprises. Et on va tous être obligés de s'y atteler, je pense. Donc il faudra être, je sais pas, collaboratif, intelligent, ouvert d'esprit, imaginatif. Oui, finalement, jusqu'à présent, si je comprends bien, ce travail était finalement au bon vouloir du designer, de l'ingénieur, du développeur, etc., qui était enfin, au moment du processus, enfin, les gens qui étaient au moment du processus de fabrication, quand tu parlais des techniques et autres, et que finalement, là, en fait, on va être obligé. C'est un petit peu comme ce que disait, je crois que c'était Jean Covici qui disait ça. Est-ce que là, aujourd'hui, on peut choisir? Après, on va être obligé. Donc, moi, personnellement, par exemple, je préfère choisir maintenant de me restreindre et que de me prendre le truc en pleine tête plus tard. Personnellement, ma technique, ça a été, j'ai fait le bilan carbone, j'ai regardé, attends, qu'est-ce qui me ferait gagner de points, en mode j'ai fait: «Ah, devenir végétarienne? OK, je vais essayer ça». Et ça a marché. Mais du coup, je me suis voilà, c'était le truc, pour moi qui changeait, qui avait le plus d'impact, quoi. Parce que justement, ces petits efforts, comme tu disais, tu dis: «Bon, je vais, arrêter de faire ci, arrêter de faire ça». Ça a finalement un impact potentiellement élevé sur ton mode de vie, mais pas forcément d'impact énorme sur l'impact, complet. J'avais envie de vous poser une question parce que quand on a parlé quand même pas mal de technologie
Et la dernière fois, je ne sais plus laquelle d'entre vous m'avait parlé de la courbe, je ne sais pas comment ça s'appelle, la courbe de la hype de Gartner. Et ça m'a fait, j'ai beaucoup réfléchi à ce truc-là, ça m'a refait penser à un de mes premiers patrons qui voulait toujours, tout ce qu'on faisait, il fallait qu'il y ait de la 3D parce qu'en fait, c'était à l'époque, donc en 2009, tout ce qui était en volume, genre des cubes, des trucs où on pouvait tourner autour, même en tactile, du coup, on pouvait faire tourner des cubes et des volumes sur des interfaces tactiles. Pour lui, c'était vraiment l'innovation, quoi. Et du coup, j'aimerais bien vous entendre sur ce sujet et sur la corrélation que vous faites avec, enfin les corrélations que vous feriez avec ces sujets de justement de comment on transforme ces entreprises, alors qu'il y a à côté cette espèce de courbe de la hype, de la techno, Vivatech et tout ça qui plutôt tendance à, et tout le financement qui va derrière, qui a plutôt tendance à pousser les organisations dans un sens qui est de surtechnologie et pas de sobriété, de mon point de vue, encore une fois. Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames? Écoute, donc c'est le cycle du hype de Gartner, qui est le modèle de Gartner avec le pic des attentes, ça fait ça, hein. Pic des attentes, et ensuite gouffre des désillusions, et ensuite ça stabilise. C'est la réaction, on va dire, c'est lié à la réaction des médias et de l'audience vis-à-vis d'une nouveauté qui a été très attendue et très médiatisée, et qui ne sera que déception. Et ça, c'est lié vraiment, on va dire, aux théories de la nouveauté. Voilà. Mais moi, j'aimerais bien revenir sur ce qu'a dit Sylvie sur les ordres de grandeur, parce que c'est tellement important. Autant essayer de comprendre tous les chiffres quand on n'est pas formé à, c'est un peu compliqué. Autant récupérer les ordres de grandeur, faire une simulation, parce qu'il y a des simulations d'à peu près tout, pour savoir voilà, où est-ce qu'on peut agir avec le plus d'impact. C'est quand même très simple. C'est ce dont tu témoignais à l'instant, Johanna. Et, et je pense qu'il faut essayer de fuir justement tous ces projets qui suivent le cycle du hype, quoi. C'est fini le hype, en fait. C'est has-been le hype. C'était peut-être le truc au XXe siècle parce qu'on avait encore besoin de se prouver des choses par la nouveauté. Mais maintenant, on veut juste rester en vie, hein. Donc voilà, tout ce qui est lié à un phénomène de mode, un phénomène d'attractivité qui est lié à une dimension de type nouveauté ou attractivité quelconque, je pense qu'il faut vraiment le regarder avec beaucoup de méfiance. Pour l'instant, quand on arrivera à rendre la sobriété désirable, on pourra revenir au hype de la sobriété si on veut, mais pour l'instant, on n'y est pas et il y a encore beaucoup de travail côté design justement pour rendre ces nouveaux comportements attractifs, pour donner envie aux gens de vouloir changer. Voilà, Le bien sûr. hype de faire pousser ses poireaux. Ouais, ça peut être hype. Voilà, il faut arriver à rendre ces nouveaux comportements, ces engagements aussi standards et normaux que le fait de vouloir l'iPhone numéro de la série suivante là. Et ça, c'est un boulot colossal dont je pense que les designers sont le plus en capacité, on va dire, de le faire correctement. Donc il faut simplement tous qu'on regarde un petit peu moins les sirènes du hype et qu'on se concentre un peu plus sur, j'ai pas envie de dire le mot, mais qu'on relise le livre Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens et qu'on se remette voilà, au service du bien, vraiment. C'est-à-dire le design au sens bienfaiteur et pas le design au sens contributeur ou collaborateur du hype. Sylvie, qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, c'est drôle parce que tu vois, quand je vous entends parler des poireaux, etc., moi, je me dis, tu vois, sur notre lit de mort, de quoi on va se souvenir finalement? Et je pense qu'on va se souvenir des plaisirs qu'on a eus. Alors moi, j'adore le jardinage, hein. Donc, voilà, je suis sûre que je me souviendrai du jardinage. Je suis sûre que des gens vont se souvenir d'avoir été dans la nature et d'avoir eu un énorme plaisir à être dans la nature. Je suis sûre qu'ils se souviendront des moments qu'ils ont passés avec les gens qu'ils aimaient. Je pense pas qu'ils se souviendront de l'iPhone. Je sais même pas quel est le numéro d'aujourd'hui. Je pense pas qu'ils se souviendront du hype, ni même, tu vois, de leur petite jupe achetée très cher, etc. C'est-à-dire qu'au fond, on dit que c'est pas hype, mais je pense qu'il faut reconnecter aussi les gens à ce qui fait vraiment leur bonheur. Et je pense qu'on les trompe beaucoup sur qu'est-ce qui fait leur bonheur. Et c'est pour ça que je trouve c'est intéressant
travailler sur les récits, travailler sobriété, si être sobre, c'est aller dans des paysages magnifiques dans lesquels on marche, ou on fait du vélo, ou on est seul ou avec des gens, et voilà. Ben, pour moi, ça, c'est pas sobre du tout, en fait. Voilà, une super belle plage, c'est pas sobre du tout. Je sais pas si vous aimez l'escalade, mais le plaisir qu'on a à gravir une montagne, c'est des choses qui, humainement, en fait, je sais pas, nourrissent le goût de l'effort, la solidarité, hein, le sens du grandiose, parce qu'on est aussi dans des endroits incroyables. Donc, justement, par rapport à cette notion du hype, je pense qu'il faut réussir à rebasculer les gens sur, au fond, ce qui fait la source de leur bonheur. Et je pense que c'est pas ça la source de leur bonheur. Voilà. Donc, moi, j'ai du mal à dire que un monde où on est plus près de la nature, c'est un monde pas bien, parce que ben, moi, je trouve que c'est plutôt bien. Euh, donc, et le côté tout gadget, enfin, je sais plus, on en parlait en présentant cette émission, mais moi, ça fait un peu longtemps que je suis dans ce métier. J'ai l'impression qu'il y a eu la mode des blogs, après il y a eu la mode des vlogs, après il y a eu la mode des wikis, après c'était le blog du président, souvenez-vous, en fait, il y avait le blog du président, tous les hommes politiques avaient leur blog. Après, on est passé au Google Glass, après, on est passé au Hub de Jawbone, on est passé sur les poignées, sur les bracelets connectés, ensuite on a eu les objets connectés, ensuite on a... Enfin voilà, j'ai l'impression que là-dedans, il faut rajouter le blockchain, il faut rajouter... Et c'est-à-dire que c'est un peu ce que tu dis, après avoir été annoncé avec force et fracas pour dire attention, vous allez voir ce que vous allez voir, bah, au fond, les Google Glass, on ne les porte pas aujourd'hui, hein. Donc, et les affichages sur les pare-brises, c'est pas là non plus, et il y a plein d'autres choses qui sont pas là. Donc, c'est vrai que je pense que c'est effectivement beaucoup de la manipulation d'une certaine manière. Et nous, en tant que designer, on peut travailler sur justement ces comportements, en fait, concentrer les choses, à mon avis. Ça me touche beaucoup, ce que tu dis, Sylvie, parce que justement, je pense que c'est ces retours aux sources qui est important. Finalement, bah, on n'a pas besoin forcément de tout ce qu'on a aujourd'hui, et je pense que ça demande pas grand-chose, mais voilà, ça peut faire un gros changement. Et justement, quand tu as parlé de récits, ça m'a fait penser, j'avais fait aussi les fresques de nouveaux récits. Et je trouve justement hyper intéressant ce qui a été émergé de cet atelier, parce que tu te rends compte, en fait, qu'on est tous capables d'imaginer des nouveaux possibles, et qu'en fait, des fois, c'est pas grand-chose. En fait, les nouveaux possibles, c'est comme tu dis, c'est les retours à la nature, c'est des choses qui sont actionnables et qui sont pas impossibles à réaliser, alors que vers là où on est en train d'étendre avec les hypes et des choses comme ça, bah, ça nous demande beaucoup plus d'efforts, en fait, de créer ces nouvelles choses, ces nouvelles technologies. Donc, je trouve ça hyper intéressant, cette réflexion-là, de dire comment est-ce qu'on retourne à notre essence d'être humain, quoi. Merci Luce. J'avais noté une phrase, je crois que c'était de toi, Sarah. Et donc 2 choses. Tu m'avais dit cette phrase, il faut avoir conscience de l'impact j'arrive pas à dire, phénoménologique de ce que l'on fait. Ça te rappelle quelque chose, ça? Phénoménologique, ouais. Phénoménologique. Tu vois, il manquait des lettres, quoi. Oui, mais tu en avais quand même beaucoup, je trouve, J'en des avais syllabes, beaucoup. donc ça devrait Et passer. on va regarder le verre à moitié plein. Oui, parce que je faisais référence à voilà, une expérience que j'ai eue dans le passé où j'étais directrice à la R&D de la partie UX et HMI, donc en gros le poste de conduite. Et dans le scope, il y avait aussi véhicule autonome. Et moi, j'avais du mal à dormir la nuit parce que je me demandais si on faisait le bien ou le mal avec cette histoire de robot roulant social connecté, là, interconnecté. Et donc, un matin, j'étais allée voir le responsable des projets, on va dire un peu skunk, un peu foufou du groupe PSA,
qui maintenant s'appelle Stellantis, et je lui avais dit, écoute, moi j'aimerais bien quand même, avant de poursuivre, là, paralléliser les 2 travaux, faire que le robot fonctionne, et en même temps, m'interroger sur son impact phénoménologique à long terme. Je pense que si tous ceux qui ont travaillé sur les réseaux sociaux ou sur le tout premier smartphone avaient fait l'impact phénoménologique de ce qu'ils ont créé, peut-être qu'ils ne l'auraient pas fait. Peut-être qu'ils ne l'auraient pas démocratisé, ils seraient arrêtés avant parce qu'ils se seraient rendus compte que ça nous aurait pourri la tête et drastiquement changé notre attention cognitive. Bon, bah, je me suis posé la question, ça a l'air bien comme ça, hein, on dirait, on se croirait dans un film de SF, hein, une véhicule autonome. Mais concrètement, voilà, est-ce qu'on n'est pas en train de faire l'équivalent d'un petit bout du scénario de Wall-E, si vous avez vu le film de DreamWorks, où on voit 2 Américains qui boivent du coca dans des espèces de mugs comme ça, et qui se parlent l'un à côté de l'autre à travers des vitres pare-brise connectées dans des bulles qui flottent, et voilà, qui n'ont plus du tout aucune interaction directe. J'avais quand même ce truc en tête, je me disais, mais si ça se trouve, on est en train de faire Wall-E, quoi. Et personne n'a envie de vivre Wall-E. Ce qui est génial avec la science-fiction, c'est qu'en général, c'est des choses qu'on voudrait jamais voir apparaître. Donc c'est bien de les étudier, parce que quand on les étudie sérieusement et quand on a une culture de la SF ou une culture du monde de la fantasy, et ben voilà, on essaie de faire en sorte que la vie soit une belle fantasy, parce que la fantasy, c'est des choses complètement irréalistes, mais on aimerait bien que ça se produise, alors que la SF, c'est une relation à la technologie qui nous fait froid dans le dos et qu'on ne veut jamais voir arriver. Donc moi, je demandais juste, est-ce qu'on peut se faire une thèse là-dessus? On met un thésard pendant 3 ans. Et là, on me répond, mais ça intéresse qui, ça rend? À part toi, je veux dire. Bon, et bah écoutez, bah moi déjà. Donc voilà. Et j'ai réussi à lancer cette thèse juste avant de quitter le groupe. La thèse va être soutenue par un excellent jeune ingénieur, mais qui fait une thèse avec une école de design et une école d'ingénieurs, et qui va être soutenue bientôt là, au mois de février. J'ai reçu le premier manuscrit là aujourd'hui. J'ai hâte de la lire. 333 pages en anglais. Mais voilà, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'il faut prendre ce temps, ce petit temps de recul pour s'assurer qu'on n'est pas en train de faire plus de mal que de bien avec les trucs qui nous dépassent et qu'on essaie de lancer. Un véhicule autonome, à l'époque, c'était des réseaux de neurones, des nouvelles lois de contrôle-commande, des algorithmes qu'on fait tourner dans des jeux vidéo pour essayer de faire plus de kilomètres par rapport à ce que nous a demandé la réglementation, et parce qu'on ne peut pas faire rouler les véhicules voilà, 24 heures sur 24 la nuit. C'est ça, en fait, qu'on est en train de faire. Est-ce que vraiment c'est de ça dont on a besoin pour faire évoluer la relation à l'automobile? Est-ce que ça ne va pas changer tout un écosystème? Il faut se rappeler qu'en France, 10% du PIB est lié à l'automobile. C'est énorme. Donc voilà, quel impact on a sur le monde quand on fait un véhicule autonome? Bon, bah, j'ai hâte de lire la thèse, parce que j'ai dit que je la lirais pendant les vacances de Noël. Mais j'aimerais bien le faire systématiquement quand on a dans les mains un projet. J'ai eu la chance d'avoir dans les mains des projets complètement dingues, mais j'ai rarement eu l'opportunité de les étudier comme s'ils étaient terminés et que je les regardais dans le rétroviseur dans 20 ans. Oui. Et je pense que ça, maintenant, c'est quelque chose dont on ne peut plus faire l'économie. Qu'est-ce que tu en penses, Sylvie? Ben, je trouve que tout ce qui a été dit est super juste et intelligent. J'ai pas trop grand-chose à ajouter à ça, oui. Ça marche. Mais c'est vrai que moi, j'étais absorbée par ce que tu disais, ça hein. Aussi. Ce qui fait que je n'ai pas préparé ma prochaine question. Mais non, je trouvais que c'était justement intéressant et ça recoupe un petit peu, finalement, ces espèces de moi, je me pose toujours la question s'il y a un déclic, voilà, si c'est plutôt un chemin, ou s'il y a un chemin avec des déclics finalement, ou s'il y a un gros déclic qui se passe. Je serais hyper intéressée de savoir, à l'échelle de l'ensemble des designers, si on parle des designers, s'il y a un moment, pour celles et ceux qui ont pris conscience et cetera, comme cette femme qui m'avait dit que ça lui faisait mal quand elle avait fait, cette fresque du numérique. Est-ce qu'en fait, il y a des moments comme ça, voilà, est-ce que c'est un chemin? Est-ce que c'est des moments clés? Est-ce que c'est un truc, je ne sais pas si vous avez entendu parler, vous avez lu des travaux ou des choses qui parlent de ça, mais c'est vrai que moi, quand j'ai suivi des salons, typiquement le salon Interaction Design, si on le suit depuis 10 ans, quoi, on a vu au fur et à mesure de plus en plus de personnes parler de ces sujets. Et au début, il y avait Don Norman qui disait les externalités font partie des choses qu'il faut prendre en compte, quoi. Un petit peu, moi, je me souviens des
des premiers sujets sur les externalités et le fait que les designers ne prenaient pas en compte les externalités, ils s'externalisaient de certaines choses et qu'ils ne les prenaient pas en compte, etc. Et finalement, maintenant, enfin, est arrivé en 2023 où finalement, ils vont parler de je sais pas, il y avait au moins 4 ou 5 conférences qui parlaient de requestionnement du système capitaliste, et donc je vois cette évolution, mais je ne sais pas si ça, individuellement, il y a un déclic ou si c'est finalement de l'inspiration et tout un métier qui évolue avec le temps et qui s'auto-inspire entre les designers. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà vu des choses sur ces sujets-là? Moi, comme ça, j'ai l'impression que les designers, ils sont à l'image des autres métiers, finalement. Oui. Tu vois, j'avais trouvé ça intéressant. J'avais vu en ligne une intervention du collège des directeurs de RSE. Et en fait, il y avait la directrice RSE de Veolia qui disait que pendant longtemps, on était un petit peu, on était là, on trouvait on décorait bien, puis voilà. Et puis, en fait, il s'est trouvé que peu à peu sont arrivés en fait des appels d'offres pour des contrats qui étaient des contrats pluriannuels, qui étaient juste que l'entreprise avait déjà et qu'il fallait juste il fallait recompéter sur ce même contrat. Voilà. Mais tout d'un coup, au détour d'une petite phrase, tout d'un coup, on demandait des labels RSE, tout d'un coup, on demandait de respecter un certain nombre de normes, ça, ou on demandait de mutualiser, par exemple, des transports. Enfin, il y avait tout un tas d'exigences, parce que c'est toujours pareil. Là où c'est très facile à agir, c'est sur les achats. Donc, qu'est-ce que font les entreprises? Ils mettent des exigences beaucoup plus dures sur leurs prestataires et leurs fournisseurs dans les cahiers des charges. Et de ce fait-là, tout d'un coup, puisque on arrivait sur le fait que le RSE, c'était le business, bah, tout d'un coup, on a été associé à beaucoup, beaucoup de choses. Et tout d'un coup, on est devenu un vrai département de l'entreprise parce que ça touchait le business, donc l'argent. Mais je pense que ce mouvement-là, en fait, il va être vrai partout. Donc, en tant que métier, nous, on a l'impression de voir émerger ce questionnement, mais je ne serais pas du tout étonnée que d'autres métiers nous disent ah, bah, jusqu'à présent, on ne s'occupait pas de l'hébergement, puis maintenant, à la DSI, on ne parle que de Green IT, on ne parle que de serveurs, on ne parle. Et si on prend d'autres métiers comme les transports, eh ben, ils vont dire ah, bah oui, mais nous, à chaque fois, on nous demande quel est le pourcentage de remplissage des camions, il faut mutualiser, même avec des gens qui sont concurrents. Enfin, tu vois, donc je pense que c'est l'époque aussi qui est comme ça. Donc nous, on est le reflet de cette époque. Et effectivement, au fur et à mesure, ce que tu dis est très juste, au fur et à mesure, on voit les mentalités changer. Mais je pense que les mentalités, elles changent dans la société de toute façon. Moi, je suis 100% alignée avec l'excellente analyse de Sylvie. Je rajouterais, juste pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, Johanna, sur est-ce qu'il y a un petit momentum qui fait qu'à un moment donné, Eureka, voilà, j'incorpore peut-être des choses que je n'avais pas incorporées jusque-là. L'impression que j'ai eue est quand même que quand on est confronté comme ça à quelque chose qui donne un peu le vertige, qui peut être un projet, qui peut être une mission, qui peut être un challenge, peu importe, et qu'on a le temps d'une petite introspection, parce qu'on fait une nuit blanche, ou parce que c'est le Covid et de toute façon on a que ça à faire, et ben ce temps, il peut être vraiment bénéfique. Il peut être mis à profit de cette prise de conscience soudaine que j'ai peut-être un rôle à jouer. C'est peut-être maintenant, en fait. C'est peut-être maintenant, j'ai un rôle à jouer, le projecteur est sur moi, je vais peut-être enfin pouvoir passer à l'action avec un niveau d'impact, on va dire, supérieur à ce que j'ai fait jusqu'à présent. Il faut arriver à reconnaître ce moment quand il passe pour ne pas le louper, pour ne pas rester dans le statu quo ou dans le business as usual. Puis il faut avoir aussi un peu le courage d'y aller parce que tout le monde ne va pas... Voilà, tout le monde ne va pas aller dans le même sens. Hein. Donc il va falloir avoir le courage de prendre son petit bâton de pèlerin pour faire bouger un petit peu la ligne. Mais il faut être en capacité de repérer cet alignement de planètes qui fait qu'on a un petit pouvoir, à un moment donné, de faire bouger les choses à son échelle, hein, mais malgré tout d'avoir un petit impact, quoi. Et finalement, moi je trouve que c'est assez rare, ou alors c'est dans les projets avec beaucoup d'enjeux, notamment business, notamment marché,
et où finalement on a besoin de faire de la gestion de risque et parmi les risques à gérer, il y a le risque design aussi. Et d'un seul coup, le design a son mot à dire sur la manière dont il veut attraper dont il est honneur d'un risque, dont il est responsable d'un risque et il va devoir il va devoir formuler, on va dire, une proposition de gestion de risque qui peut lui permettre de mettre en avant certaines valeurs sur lesquelles il n'était pas sollicité avant. Parce que voilà, le contexte est un peu délicat, il y a une crise, il y a de la concurrence, il y a un nouveau marché, il y a quelque chose qui fait que il a les oreilles du COMEX, quoi. J'ai noté donc être prêt à saisir l'opportunité d'agir quand elle se présente, finalement. Ouais, il faut arriver à reconnaître ce moment-là, c'est pas toujours évident. Reconnaître le moment. Il est 34, donc ça fait à peu près 1 heure qu'on discute tout ensemble. Moi, j'aimerais bien terminer par votre mot de la fin. Moi, je vais piquer vos idées d'abord. Et j'ai mon mot de la fin, je le prends à sa rang, c'est la nécessité du courage. Donc, c'est le courage. Voilà. Je vous laisse après dire ce serait quoi votre mot de la fin? Moi, je dis rien puisque tu m'as pris mes mots. Alors maintenant, c'est à Sylvie. Ah, trop facile! Alors, moi, je vais prendre aussi un mot à Saran, qui est il faut toujours continuer d'apprendre. Ça, je trouve que c'est très juste. Donc ça, ouais, surtout avec tous les sujets qu'on a aujourd'hui. Donc, ouais, il faut toujours continuer d'apprendre. C'est très bien comme mot de la fin. Et Luz, toi? Elle va encore piquer à Saran. Non, je vais dire un truc un peu moins peut-être inspirant, mais sinon ça serait trop long. Donc, on peut tous agir. Eh bien, je vous propose qu'on termine là. Et puis, je vous remercie énormément pour l'échange qu'on a eu aujourd'hui. Et j'ai hâte de voir tous ces beaux projets qui vont émerger et tous ces changements finalement que vous instillez dans les entreprises et les organisations, Sylvie et Saran, et d'avoir des actualités de votre part dans les prochains mois, les prochaines années, qu'on puisse partager aussi à la communauté Women in Design de manière à inspirer tout le monde et encore une fois, à continuer d'avancer vers comment dire, un monde plus où la sobriété devient désirable. Et bim, j'en ai repris encore une. Moi, je prends des royalties, hein, allez-y. Hein. Passez une très belle soirée Belle et à soirée. bientôt. À bientôt. Au revoir. Ciao.